Je passe maintenant au focus thématique dédié à la contre-ingérence militaire face au durcissement de la menace. Dès 2008, une nouvelle fonction stratégique nommée connaissance et anticipation est identifiée dans le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. La contre-ingérence représente l'une des composantes essentielles du renseignement. Elle vise à prévenir tout acte hostile désirant porter atteinte, autrement que par la confrontation militaire directe, aux intérêts fondamentaux de la nation, ainsi qu'à la défense nationale et au secret de la défense. La Direction du renseignement et de la sécurité de défense, DRSD, est un service du premier cercle placé sous l'autorité du ministre des Armées. Sa mission est de protéger les armées et les ressortissants du ministère des Ingérences étrangères et de détecter des vulnérabilités afin d'y apporter une réponse adaptée. Or, dans un contexte de dégradation de l'environnement stratégique, les tentatives d'ingérence, facilitées par l'évolution du numérique, se sont démultipliées. Nous avons rarement le privilège d'entendre un directeur de service de renseignement s'exprimer, et je remercie donc le général Sanjara d'être présent aujourd'hui et lui laisse la parole sans plus tarder, afin qu'il nous parle de l'action de la DRSD en matière de contre-ingérence militaire. Général, c'est à vous. Merci beaucoup, Mme Lédélier. Bonjour à tous. Donc, je suis le général Philippe Sanjara, directeur du renseignement et de la sécurité de la défense, la DRSD, depuis octobre 2022. Et j'étais auparavant adjoint puis chef CPCO pendant 4 ans. Donc, comme cela a déjà été évoqué, la DRSD est le service de renseignement dont dispose le ministre pour assumer ses responsabilités en matière de sécurité du personnel, des matériels, des informations et puis des installations sensibles. La DRSD, elle est compétente sur l'ensemble du ministère, donc notamment les forces armées, mais également sur l'industrie et les établissements de recherche qui intéressent la défense, c'est-à-dire environ 4000 entreprises et puis plusieurs dizaines de laboratoires. Avant de rentrer plus avant sur les menaces, je pense qu'il est nécessaire de présenter quand même la façon dont on travaille. Et j'ai la chance d'avoir une devise, renseigner pour protéger, qui résume bien notre façon de travailler. Tout d'abord, on va travailler sur le volet renseignement, donc on va nous chercher à évaluer les menaces. Et puis, dans un deuxième temps, pour la partie protection, on va identifier nos vulnérabilités. Et en fait, on va croiser ces menaces et ces vulnérabilités au travers de ce qu'on appelle le prisme TESCO, qui est on va dire un sigle otanien pour terrorisme, espionnage, sabotage, subversion, crime organisé. Et ce croisement au travers de ce prisme va nous permettre d'évaluer le risque et de savoir s'il est nécessaire soit de prendre des mesures d'entrave pour faire disparaître le risque, soit de prendre des mesures de réduction de risque pour que ce soit acceptable. Donc il y a bien ces deux volets, la partie renseignement et donc la partie protection. Suivante, s'il vous plaît. Aujourd'hui, le contexte sécuritaire se caractérise pour moi par 2 types de menaces. La première, c'est la radicalisation de la société, avec des mouvements et groupuscules de plus en plus violents, et qui s'est concrétisée évidemment historiquement par les menaces liées à l'islam radical et à toutes les tentatives ou les attaques terroristes qui malheureusement ont réussi. Désormais, tous les mouvements idéologiques, religieux, politiques sont touchés par cette tendance de radicalisation. L'ultra-droite, l'ultra-gauche, les verts radicaux, les complotistes, et j'en passe. Aujourd'hui, notre point d'attention est la convergence des luttes entre différents types de groupuscules, à l'image de ce qui s'est passé récemment entre les groupuscules antimilitaristes et puis les mouvements pro-palestiniens qui ont, par exemple, ciblé un certain nombre d'entreprises de notre base industrielle et technologique de défense, la BITD. Le second type de menace, c'est le retour des États-puissances. En réalité, cette menace, elle a toujours existé. Et surtout, ce qui caractérise aujourd'hui ce fameux retour, c'est plutôt la désinhibition générale des États pour pouvoir en fait agir et défendre leurs propres intérêts. Dans ce cadre, on constate que les centres d'intérêt des États sont évidemment dans notre domaine, l'organisation de la défense, les capacités militaires, les technologies de rupture, l'intelligence artificielle, le quantique,
et puis la volonté, pour certains, de conserver leur avance, pour d'autres, de rattraper leur retard, évidemment, technologique dans les capacités militaires. Sur ce point, il ne faut pas être naïf. Tous les États sont ingérants. Voilà. Et notamment sur les sujets économiques. Qu'est-ce qui va différencier cette ingérence? C'est l'étendue des centres d'intérêt. Typiquement, la Chine est intéressée par tous les sujets. La Russie sera plutôt focalisée sur les capacités militaires, les technologies de rupture, pour ne pas prendre de retard. La deuxième chose qui les différencie, ça va être le niveau d'agressivité et les modes d'action. Ce n'est pas la même chose, évidemment, d'avoir des gens qui s'introduisent nuitamment dans un local, faire des photocopies, entre guillemets comme à l'ancienne, que d'avoir, par exemple, l'utilisation du droit par les Américains au titre des lois extraterritoriales. Ces menaces, en fait, comme vous le voyez sur l'écran, elles sont, pour moi, exacerbées par la révolution technologique. Le cyber est devenu, évidemment, tout à la fois un nouvel espace de confrontation, mais aussi offre de nouveaux modes d'action. On a eu le cas, évidemment, bien connu de l'espionnage avec des logiciels d'espion type Pegasus. On a la problématique de l'ingénierie sociale via les réseaux sociaux. Ça a d'ailleurs été démontré récemment par France Info sur la capacité à recueillir des informations sensibles. L'exemple concret, c'est via une veille sur les réseaux type Instagram. S'il n'y a pas de sensibilisation des individus, vous êtes capable assez rapidement de savoir où vous habitez, où vous travaillez, est-ce que vous avez des enfants, quelles sont leurs écoles, quelles sont vos habitudes, quels sont vos hobbies, quels sont vos voyages, etc. Et donc on est capable de faire une vraie ingénierie sociale. Ensuite, il y a tous les champs d'action, notamment informationnels et réputationnels, avec une forte résonance dans le domaine cyber. Et puis, bien évidemment, mais ça j'allais dire c'est classique, c'est tout ce qui est lié aux cyberattaques. Suivante, s'il vous plaît. Sur ce point-là, j'allais dire qu'aujourd'hui, le niveau de menace est élevé. Mais dans le contexte actuel de la guerre en Ukraine, des tensions et des conflits au Proche et au Moyen-Orient, mais aussi de la compétition économique exacerbée, et ça c'est bien avant les épisodes des droits de douane, on assiste à une intensification générale de certaines menaces. Principalement l'espionnage, la subversion, la menace cyber et le sabotage. Je vais vous donner quelques exemples dans ce domaine-là. Sur l'espionnage, j'allais dire que on a des actions qui sont plutôt des actions qu'on va qualifier de bas de spectre, mais qui s'apparentent à une multitude d'incidents, survol de drones, surveillance ou monitoring, comme on dit aujourd'hui dans le franglais, vol d'ordinateur, vol de téléphone, intrusion. Et tout ça sont des petits incidents pour lesquels il n'est pas forcément facile de les raccrocher directement à une action d'espionnage. Ça peut être un vol crapuleux, mais qui, mis bout à bout, peuvent représenter quand même une menace importante, puisque c'est comme s'il y en avait des pixels. Et puis au bout d'un moment, les pixels, quand vous en avez beaucoup, vous avez une photo haute définition. Vous avez aussi des thématiques qui représentent un risque supplémentaire. On a la Russie qui s'intéresse énormément, évidemment, à tout ce qui touche à la formation des Ukrainiens dans les pays occidentaux, ou tout ce qui touche aux grands exercices de l'OTAN. Là encore, plutôt avec des gens qui sont des agents, on va dire, peu qualifiés, mais qui en fait, recueillent du renseignement parce qu'ils font de la surveillance ou qu'ils puissent faire remonter de l'information. On a aussi les salons de l'armement, qui est un gros travail pour la DRSD, puisque c'est des vraies opportunités, évidemment, pour nos industriels, mais c'est aussi un lieu de toutes les menaces, où là aussi, on peut essayer d'avoir des informations en faisant des prises de vue, de maquettes, le vol d'ordinateurs, etc. Donc c'est un point d'attention, et l'espionnage donc, est vraiment de ce point de vue-là, là aussi, important. Le deuxième point, c'est la subversion. Donc déjà, on va essayer de la définir.
j'essaie de trouver une définition qui est assez simple et qui parle à tout le monde. Pour moi, c'est briser le lien de confiance. C'est-à-dire, on va briser le lien de confiance entre l'État et son armée, entre l'armée et les citoyens, entre les autorités politiques et les autorités militaires, entre le soldat et ses matériels, enfin voilà. Et donc, ce qu'on constate dans ce domaine-là, c'est qu'on a quelques actions des mouvances plutôt, on va dire, antimilitaristes, ultra-gauche ou pro-palestiniennes, qui s'attaquent plutôt à la réputation et qui mènent plutôt des actions symboliques, voilà, de type tag sur les murs, tractage, etc. En revanche, sur la subversion, nous, ce qu'on constate, c'est que dans le domaine notamment étatique, on a quasiment une réciprocité, une automaticité de la réponse russe dès lors qu'il y a des annonces que la Russie considère comme hostiles dans le cadre du conflit en Ukraine. Et donc là, on se retrouve assez rapidement avec des actions d'influence ou des attaques, donc des fois des actions d'influence, mais aussi des attaques assez violentes informationnelles, comme ça a été le cas en Afrique, notamment avec la sphère Prigogine et la sinistre société Wagner. Mais aussi, on a des actions bas du spectre qu'on a pu voir, donc qui sont plutôt symboliques et qu'on a pu voir récemment en France, via ce qu'on appelle des proxys ou des sous-traitants, d'ailleurs pas forcément idéologisés, de type les actions avec les cercueils sous la Tour Eiffel. Bon. Cette action-là, en fait, elle se répercute également dans le cyber, avec cette menace cyber, puisque c'est aussi un domaine dans lequel la Russie, notamment, agit, là aussi, plutôt dans le bas du spectre, avec des dénis de service. Dès qu'on a une entreprise qui est associée à un soutien en Ukraine, on a un déni de service sur son portail Internet. C'est pas forcément, j'allais dire, ça ne touche pas à la production, mais on essaie de toucher à la réputation. En parallèle de ça, la menace cyber, eh bien évidemment, il y a une hausse assez forte de tout ce qui est lié à la cybercriminalité. Là, la problématique pour nous, c'est quel est le lien entre les cybercriminels et possiblement des acteurs étatiques. Ce qu'on sait, c'est qu'un certain nombre de cybercriminels peuvent être utilisés comme sous-traitants au profit d'un État. Mais il peut y avoir aussi des cybercriminels qui mènent une action criminelle et qui, par opportunisme, ont récupéré de l'information et puis, ma foi, la mettent aux enchères au plus offrant. Voilà. Donc ces liens-là sont quand même assez forts et on voit bien que ça augmente. Le dernier point, c'est tout ce qui est sabotage. Aujourd'hui, on n'a pas d'action caractérisée, en tout cas étatique, mais on a certaines actions récentes qui ont été liées notamment à l'ultra-gauche, puisque ça a été revendiqué sur un certain nombre de sites de cette mouvance, et qui s'attaquaient à la base industrielle de défense. La question que nous, on se pose aussi, c'est, même si ça reste là aussi assez réduit, c'est la possible instrumentalisation, consciente ou non, de ces groupuscules par des acteurs étatiques qui y verraient un intérêt. C'est extrêmement complexe à caractériser, vous imaginez bien, mais c'est des points d'attention pour nous. Suivante. Donc dans ce contexte, pour la DRSD, on poursuit notre transformation et notre adaptation. Le premier volet, c'est tout ce que j'appelle anticipation et signaux faibles. Pour prendre une image assez classique, l'idée, c'est pas de voir qu'il y a un trou dans le grillage et de le réparer tous les jours. C'est d'éviter que quelqu'un vienne faire un trou dans le grillage, parce que sinon, au bout d'un moment, ça passera. Donc il faut qu'on puisse anticiper. Ça veut dire qu'il faut qu'on puisse avoir du renseignement pour anticiper cette menace. Donc nous, par exemple, à la DRSD, j'ai mis en place des systèmes de red team qui essayent de se mettre dans la tête des gens en face. On essaye aussi de voir tout ce qui se développe aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut apporter comme menace. Le métaverse, par exemple. Qu'est-ce que ça va nous générer comme possible menace dans l'avenir. L'intelligence artificielle, le quantique, etc. Et donc, en parallèle de ça, on va essayer de pouvoir anticiper en essayant de mieux
de mieux détecter des signaux faibles. Et de ce point de vue-là, les outils d'intelligence artificielle, plutôt d'ailleurs des outils combinatoires, peuvent nous aider. L'autre point, c'est s'adapter évidemment aux nouvelles menaces. Là, il y a 2 volets sur lesquels le service fait effort depuis maintenant quelques années. Un, c'est tout ce qui est loi extraterritoriale, ce qu'on appelle le lawfare. Et aujourd'hui, évidemment, tout le monde pense aux États-Unis, mais la Chine se dote d'outils. Et donc, l'objectif pour nous, c'est de vérifier qu'on ne se retrouve pas effectivement pris entre le marteau et l'enclume. La deuxième chose, c'est tout ce qui est contre-ingérence informationnelle, puisqu'on voit bien que ce volet-là se développe et que ça peut nuire à nos intérêts. Tout ça, évidemment, pour qu'il y ait une meilleure protection. Et j'allais dire que pour qu'il y ait une meilleure protection, l'idée, c'est d'avoir une vision systémique de cette protection. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de barrière entre le physique et le cyber, ou l'informationnel. Tout doit être pris en compte. Voilà, une caméra de surveillance, c'est physique, sauf que derrière, c'est un logiciel d'exploitation. Donc il faut aussi avoir le volet cyber. Donc c'est vraiment cette vision systémique de la protection. Donc le service mène évidemment tout ce qui est enquête administrative, hein, à la fois pour les contrôles plénières comme pour les habilitations secrets, très secrets défense, etc. On en a quand même un nombre conséquent, pratiquement un demi-million par an. Tout ce qui nous permet de contrôler les accès en zone protégée, les accès en zone réservée, le besoin d'en connaître, les sensibilisations auprès des individus, les sensibilisations régulières. L'objectif aussi pour nous, c'est d'être au plus près des forces. Donc ça fait quelques années maintenant, on accompagne les forces. Récemment, on était avec le déploiement du porte-avions. On accompagne tous les grands exercices de l'armée de l'air Pégase. On participe maintenant aux grands exercices de l'OTAN. On s'est déployé auprès des forces qui sont françaises, qui sont en Europe de l'Est, en Estonie, en Pologne, en Roumanie. Enfin, voilà. Et tout ça, en fait, eh bien, j'allais dire, c'est supporté par notre nouvelle base de données qui va être déployée prochainement, qui nous permet en fait d'avoir des outils de big data et qui nous permettent normalement de mieux exploiter l'ensemble des informations qu'on a pu capitaliser. Voilà. Et pour ce faire, eh bien, la DRSD, elle a maintenant des moyens qui sont régulièrement augmentés depuis les 2 dernières lois de programmation. On est aujourd'hui à peu près 1600, on devrait être, et on est doté de 25 millions d'euros, et à terme, on aura en 2030 1700 agents et un budget d'environ 30 millions d'euros.